Passer la parole à mon voisin, Éric Delmar, donc, qui est défenseur des enfants, adjoint au défenseur des droits. J'insiste sur ça parce que pendant très longtemps, il y a eu un défenseur des droits qui était indépendant et malheureusement... Défenseur des enfants. Des enfants, pardon, qui étaient indépendants. Là, on a laissé la fonction en la rattachant au défenseur des droits. Je trouve que c'est un peu dommage, mais je crois que ça n'empêche pas M. Delmar de faire son travail. Merci. Bon, à mon tour de vous souhaiter le bonjour et d'être là dans ce climat froid, mais je sais vos cœurs chauds, donc ça nous réchauffe. Donc effectivement, je suis très heureux d'être avec Marie-Christine et Adeline, vraiment, puisque dans nos missions respectives, nos combats se rejoignent tous les jours au quotidien, mais aussi tous les jours dans les recommandations, dans les propositions que nous pouvons faire aux parlementaires ou dans les recommandations que nous pouvons écrire dans nos différents rapports respectifs. Donc je suis Éric Delmar, le défenseur des enfants, et ma mission, elle est de défendre le droit des enfants, de tous les enfants français, quel que soit l'endroit où ils vivent sur la planète, et de tous les enfants étrangers qui vivent en France. Et effectivement, dans une réforme constitutionnelle de 2008, le président de la République à l'époque, Nicolas Sarkozy, a souhaité que soient regroupées des autorités administratives indépendantes pour créer le défenseur des droits, et qui désormais est une autorité administrative indépendante à rang constitutionnel. Donc il a réuni le médiateur de la République, qui existait lui depuis 1973, et c'est important parce que aujourd'hui, le défenseur des droits reçoit à peu près 200 000 réclamations par an, 200 000, nous pouvons en recevoir beaucoup plus. Hein. Et on va en traiter 115 000, puisque les autres, au fond, c'est nos concitoyens qui tentent ce numéro, mais nous intervenons lorsque les services publics, les institutions, n'ont pas respecté le droit, par manque de connaissances, par manque de diligence, parfois par manque de volonté. Et sur ces 115 000 saisines, 80%, c'est la difficulté de nos concitoyens au service public. C'est des personnes âgées qui ne peuvent pas avoir, des veufs et des veuves qui n'ont pas la reversion, c'est les difficultés d'accès Pôle emploi, la CARSAT, la CAF, des permis de séjour qui ne sont pas renouvelés avec des conséquences dramatiques sur le travail, l'hébergement, et derrière il y a toujours des enfants. Et puis la dématérialisation. Ça, c'est très intéressant de voir en quoi des gens aujourd'hui arrivent à la retraite en forme, font du sport, voyagent, se promènent, et sont rendus complètement dépendants. On les rend dépendants par la dématérialisation, puisqu'on a accompagné la dématérialisation par la déshumanisation et la perte des bureaux d'accueil. Ce qui crée vraiment aussi là une forme d'insécurité civile. Cette institution, elle a réuni aussi la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, la Commission nationale de déontologie, nous sommes l'institution qui regardons la manière dont les forces de l'ordre respectent les règles éthiques, ce qu'on appelle la violence légitime. Nous sommes depuis cette année dans la loi, on l'était un peu avant, mais là, dans la loi de mars dernier, sur la protection des lanceurs d'alerte compétents sur cette mission. Et puis, je suis le défenseur des enfants, et ma mission, elle est, encore une fois, d'agir pour le droit des enfants, conformément au droit, c'est-à-dire ce que les parlementaires ont voté, et comme ça a été rappelé très justement par mes deux collègues, par les engagements internationaux de la France. Depuis que je suis arrivé en novembre 2020, en matière de droits de l'enfant, c'est à peu près, sur 2020, 2021 et 2022, 10 000 instructions concernant des atteintes aux droits fondamentaux des enfants. Le premier registre, c'est la protection de l'enfant, c'est-à-dire malgré les décisions de protection des enfants qui ne sont pas protégés ou pour lesquels leurs droits ne sont pas respectés. Et première remarque que je souhaitais dire, l'augmentation, ça a toujours été le cas, mais l'augmentation incessante de la pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous plaçons les enfants des pauvres, clairement. Ça veut dire que si nous agissons, alors ça ne veut pas dire qu'il y a, entendons-nous bien, qu'il n'y a pas de réelle maltraitance, qu'il n'y a pas de violence psychologique, de violence physique, mais nous touchons peu au fond, et je pense notamment aux questions d'inceste, dont on sait qu'elles touchent toutes les catégories de la population, eh bien nous n'arrivons pas souvent à protéger ces enfants. Donc la question de la pauvreté, tout ça pour dire que si
comme ça a été très bien dit, nous avions une action sur le logement, nous pourrions éviter un certain nombre, notamment d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, puisque, bien sûr, on sait très bien que quand on est éloigné du droit au logement ou quand on vit la précarité de l'habitat, on est empêché dans l'accès aux autres droits qui sont très fortement sectorisés, que ce soit la santé ou l'éducation. Je suis aussi saisi sur la question des discriminations au droit à l'éducation, principalement dans le cadre du virage inclusif, c'est-à-dire la scolarisation des enfants en situation de handicap. Je ne vais pas trop en dire ce matin parce que ce n'est pas le sujet, mais aussi beaucoup, et ça a été très bien dit par Madame Hazan, sur la méconnaissance, plutôt que la méconnaissance, la non-volonté de respecter le décret de 2020 de la simplification des documents administratifs, qui fait qu'aujourd'hui, les mairies ne respectent pas ce droit fondamental à l'éducation pour tous les parents qui ne seraient pas en mesure de prouver leur domicile, mais aujourd'hui une déclaration sur l'honneur suffit. Donc nous sommes énormément saisis sur ces situations-là. Beaucoup d'associations sont présentes, accompagnent les parents. Les parents d'ailleurs n'ont pas connaissance de leurs droits et la connaissance de leurs recours, et on ne leur donne jamais un justificatif écrit de la non-inscription à l'école de leurs enfants. À chaque fois que ces associations vont en référé liberté, elles gagnent, mais ça n'empêche pas certaines mairies, il y a certaines mairies qui sont championnes pour ça, de récidiver, et parfois même en maintenant sur leur site internet de leur commune la liste des documents illégaux, puisqu'aujourd'hui la loi est très, très protectrice. Et d'ailleurs, c'est la raison, je rappelle aussi la responsabilité de tout le monde, c'est-à-dire que le DAZEN a la possibilité d'imposer, mais ils ne le font pas, d'imposer lorsqu'une mairie refuse cet accès au nom. Ça a été très bien dit, Déclaration universelle des droits de l'homme, Convention internationale des droits de l'enfant, la Constitution française, et bien le droit fondamental. Donc un droit fondamental, il est non négociable, hein, normal. Nous avons d'autres saisines en matière de justice familiale que je ne vais pas forcément évoquer là. Alors sur la question de l'hébergement, elle arrive, toute cette question de la pauvreté. Au fond, moi je vais vous dire ce que les instructions du défenseur des enfants nous disent de la place que notre société confère aux enfants, et notamment par le biais des vulnérabilités, de la pauvreté. Effectivement, Mme Hazan a rappelé notamment les 6 000 enfants qui vivent rien qu'en France métropolitaine. Hein, rien qu'en France métropolitaine. 6 000 enfants qui vivent dans des bidonvilles, sur des terrains pollués. Sur ces 6 000 enfants qui sont normalement accompagnés par la délégation interministérielle de l'hébergement et de l'accès au logement, 1500 sont scolarisés. Et bien entendu, cette population-là, comme d'ailleurs la communauté des gens du voyage, ont connu des taux de déscolarisation qu'ils n'avaient pas connus depuis des dizaines et des dizaines d'années, en septembre 2020, au moment de la réinscription scolaire après les périodes de confinement que nous avions connues du 17 mars au 11 mai. Ça veut dire que, parce qu'en fait il n'y a pas eu d'aller vers, il y a eu une sidération, et bien entendu on a oublié les mineurs non accompagnés qui vivaient à l'hôtel, qui avaient leur parcours du combattant, qui enfin avaient été confiés à l'aide sociale à l'enfance, vivaient à l'hôtel, mais n'ont pas vu d'éducateur pendant 2 mois, et personne ne s'est inquiété de la continuité scolaire, pas de connexion internet, pas de tablette, et c'est souvent ça a été bricolé par des conseillers principaux d'éducation qui ont donné du matériel, etc. Donc on voit bien en quoi la pauvreté empêche aussi les accès fondamentaux pour tous les enfants. J'étais, il y a 2 mois, avec mes collègues défenseurs des enfants européens, qui étaient à peu près une quarantaine, il faut être membre du Conseil, chaque pays doit être membre du Conseil de l'Europe, et nous avions tous accompagné des enfants dans un projet cette année qui était sur les conséquences de l'injustice climatique, au fond, sur les populations et sur les enfants. Et les enfants ont débuté le séminaire. Et ils ont dit quelque chose à peu près comme ça. Ils ont dit, nous les enfants, on grandit dans un monde de crises multiples, crise climatique, écologique, crise sanitaire, la guerre à nos portes,
nos problèmes de santé mentale que vous avez rappelés en cette période, exacerbés en cette période de déconfinement permanent, comme disent aussi les enfants, la peur du déclassement, la pauvreté, mais ça va. Ça va si vous, les adultes, vous êtes là, si vous prenez en compte notre parole, et si les institutions, enfin, apprennent à travailler ensemble et que vous arrêtiez de saucissonner nos droits. Voilà, ça à peu près été dit comme ça. Voilà. Alors, c'était des lycéens qui avaient travaillé pendant un an, donc ils avaient... en plus, ils le disaient en anglais, donc, puisque c'était au niveau de l'Europe. C'est vraiment très intéressant de voir, au fond, comment la Convention internationale des droits de l'enfant est totalement méconnue. Alors, ça a été rappelé, vous l'avez rappelé, texte international, donc qui donne obligation aux États de, je dirais, l'écrire dans le droit interne, de le confirmer dans le droit interne. L'intérêt supérieur de l'enfant a été rappelé plusieurs fois par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, dans le Code civil en protection de l'enfance depuis 2004. Mais c'est effectivement quelque chose qui reste encore un combat de tous les jours. Alors, en 1990, quand la France est quasiment un des tout premiers pays signataires de la Convention, rappelons-nous, François Mitterrand est président, et il dit parce que la France a cette histoire, cette culture en matière de droits de l'homme, sans être donneuse de leçons, elle doit être exemplaire par rapport à d'autres pays pour lesquels le chemin va être plus ardu. Et il dit, ce que d'ailleurs l'UNICEF dit très justement et régulièrement, cette phrase, parce que les enfants n'ont pas le droit de vote, parce qu'ils n'ont ni influence politique ni économique, mais parce que leur avenir est crucial pour celui de l'humanité, eh bien le monde s'est doté de la Convention internationale des droits de l'enfant, et 196 pays, comme ça a été dit, l'ont ratifié. Mais tout de suite on rajoute, petit être humain ne veut pas dire petit droit. Et bien entendu, cette convention, elle vient dire, au fond, parce que dans notre pays, les droits fondamentaux existaient, on a rappelé les droits constitutionnels, l'éducation, la santé, mais elle vient dire, au fond, elle vient rappeler que l'enfant devient titulaire de l'ensemble des droits de l'homme dès sa naissance. C'est ça que ça veut dire, dans les droits fondamentaux. Et que, bien entendu, quand on résume cette convention, on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire, au fond, parce que les enfants sont plus fragiles que les adultes, la nécessité de les protéger, alors quand on protège, on fait ça. Et puis, parce qu'ils sont l'avenir, leur avenir et l'avenir de l'humanité, eh bien, on doit les éduquer, les ouvrir vers, conduire vers, les émanciper, donc on fait ça. Et c'est dans cet apparent paradoxe-là que, à la fois protéger et ouvrir, que se situe l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais en termes de droit, c'est l'indissociabilité des droits. Ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un droit à l'éducation, mais si à la maison vous n'êtes pas protégé, c'est sûr que les difficultés d'apprentissage vont arriver. Donc, le droit à la protection civile, juridique, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au loisir, puisque le mode d'ouverture au monde, puisque les enfants de tous les êtres sont ceux qui ont la plus grande capacité d'éveil, de curiosité. Hein. Les chercheurs et les neuroscientifiques ont regardé le plus performant des ordinateurs du monde et ont regardé le cerveau de l'enfant. Et les synapses, les connexions du cerveau de l'enfant sont extraordinaires, aucun ordinateur ne peut. Et quand on grandit, on devient des spécialistes, donc on arrête certaines connexions pour se spécialiser. Mais au début, l'enfant est une éponge à tout. Donc, cette question de l'indissociabilité des droits, elle est fondamentale. Madame Hazan a rappelé aussi toutes les conséquences je dirais, des troubles en santé mentale. On a consacré notre rapport 2021 sur le droit au bien-être, et effectivement, on comprend bien qu'un enfant qui ne va pas bien aura des difficultés d'apprentissage, fera sans doute un adulte qui ne va pas bien dans une société qui ne va pas bien. Je dis souvent que peut-être que la société irait mieux si on s'était occupé de certains adultes quand ils avaient été enfants. Donc, bien entendu, avec tout ce qu'a rappelé Madame Hazan sur le manque de moyens, sur les politiques, et tout est saucissonné en matière de droits de l'enfant. Quand une institution spécialisée dans les droits de l'enfant se réforme, elle se réforme. Nous n'avons pas de culture d'impact en France. C'est-à-dire quand on dit à la pédopsychiatrie, vous allez faire le virage ambulatoire il y a 15-20 ans, qui a conduit à ce que Mme Hazan a rappelé, c'est-à-dire qu'on a perdu presque 60% de nos pédopsychiatres, eh bien on ne va pas aller voir les effets que ça a sur la protection de l'enfance, le handicap, la protection judiciaire de la jeunesse, etc., etc. Quand la protection judiciaire de la jeunesse se réforme en disant, et pourquoi pas, on sort
de l'assistance éducative pour faire que du pénal, eh bien on ne va pas voir aussi ce que ça va produire en protection de l'enfance, dans le handicap, etc. Quand le handicap fait son virage inclusif et ferme ses internats d'IME, d'ITEP, etc., et que des familles avaient des enfants qui étaient 20 heures, 25 heures, 30 heures par semaine dans ces établissements spécialisés, et parfois avec une mesure de protection ambulatoire, eh bien quand cette école spécialisée ne les accueille plus, eh bien, principe de substitution, les familles se retrouvent avec un signalement en protection de l'enfance, etc., etc. Donc on voit bien que les droits de l'enfant sont complètement saucissonnés. Et puis dans cette Convention internationale des droits de l'enfant, il y a ce fameux article 12, qui est vraiment fondamental, qui est, si vous voulez, ce qui est vraiment fondamental pour les enfants, c'est le droit d'être entendu, de pouvoir donner son avis sur tous les sujets qui les concernent et d'être accompagné dans toutes les procédures qui le concernent. Et je dis souvent que si nous devions attendre que le bébé sache parler pour lui parler, bah, il ne parlerait jamais. Hein. On est d'accord. Et que, encore trop souvent, quand on dit écouter la parole des enfants, c'est ah non, c'est pas eux de décider quand même. Il ne s'agit pas de leur donner raison, il s'agit de leur donner le courage de prendre la parole. C'est ce que les grands pédagogues comme Freinet, De Crowley disaient il y a de nombreuses années, c'est normalement les compétences, le développement des compétences psychosociales à l'école. Vous avez tous sans doute été chercher peut-être vos frères et sœurs, vos enfants, vos petits-enfants à l'école maternelle. En maternelle, les enfants sont quasiment tous installés en U. Et quand ils prennent la parole, ils la prennent devant tout le monde. Et les enfants vont développer des compétences, une aisance. Et ils vont d'autant pouvoir dire, si ça continue comme ça, quand il y a des atteintes au droit. Et puis quand ils arrivent en CP, ils sont remis les uns derrière les autres. Et là, beaucoup d'enfants qui n'ont pas forcément des contextes socio-culturels, socio-économiques, ou parfois d'autres enfants, on ne mange pas ensemble, on ne débat pas ensemble à la maison, eh bien ces enfants vont oublier ce dont ils avaient envie de parler à l'école, la chose vraiment importante, et parfois sous forme d'impulsivité, puisqu'au fond il s'agit de s'exprimer avant de s'exprimer sur une matière, d'abord de s'exprimer, eh bien on observe des enfants qui rougissent, qui ont des tics, et qui sont tellement inquiets qu'ils oublient ce qu'ils voulaient dire par peur d'être jugés. Donc je dis souvent que n'attendons pas que les enfants soient victimes ou qu'ils passent à l'acte pour enfin se sentir obligés de les écouter. C'est exactement, là encore, donc ça touche toujours les plus vulnérables, notamment les enfants en situation de pauvreté. C'est exactement la question du harcèlement scolaire à l'école. Vous avez depuis cette année le programme phare qui, après avoir été expérimental dans 6 académies, l'est sur l'ensemble du territoire. Eh bien, pourquoi tu n'as pas parlé avant? Pourquoi tu n'as pas parlé avant? Ben parce que ça fait des mois que je suis sensibilisé dans la classe sur le programme phare, mais que ça fait 6 mois que je suis harcelé dans les toilettes du collège où personne ne va. C'est une zone de non-droit. Donc, si vous voulez, c'est vraiment encore comment on saucissonne là tout ce que Madame Azon rappelait, le droit au bien-être sur la construction de nos enfants. Sur la question de la crise sanitaire, on le voit bien, 1 an après les pics d'hospitalisation pour la crise sanitaire, on connaît des pics d'hospitalisation en pédiatrie et en pédopsychiatrie. On n'a pas du tout mesuré les conséquences pour les enfants, c'est-à-dire qu'on a oublié que les enfants étaient, on n'a pas voulu voir qu'ils étaient éminemment dépendants des interactions sociales pour grandir. Des lycéens m'ont dit, mais nous, on nous a demandé de nous inquiéter pour nos grands-parents, pour la santé de nos grands-parents, et c'est normal. D'ailleurs, il y avait que nous qui étions des réservoirs à Covid. Pas vous dans le métro, mais nous, on était des réservoirs à Covid. Il n'y a que nous c'était évident. On nous a demandé de nous inquiéter pour nos parents, leur travail, leur salaire, mais qui s'est inquiété pour nous? Nous, on était, au lycée, on était... quand il s'agissait d'être enseigné, on était en télétravail à la maison. Tous nos copains n'avaient pas forcément été équipés. On était 3 ou 4 dans l'appart, on n'avait pas un ordinateur, etc., etc. On avait parfois presque honte de montrer l'intérieur, puisque nous, on n'avait pas forcément encore de fond d'écran. On ne savait pas trop, on n'avait pas été formé à tout ça. Et quand il s'agissait de revenir au lycée, c'était pour passer les examens, parce qu'on était en pleine réforme du bac, et personne ne nous a demandé comment on allait. Les collégiens m'ont dit qu'ils ne se sont pas arrêtés de se faire engueuler tout le temps. C'est-à-dire que tout le monde était, je dirais, apprenti médecin. Donc tu portais mal le masque, les enfants, sur le temps de midi, rappelons-nous, il fallait enlever
pour mettre le prochain, il faut enlever le précédent. Ça prend du temps. Parfois, la médiatrice de l'Éducation nationale a reçu des milliers de plaintes de parents pour des enfants qui ont eu des sanctions parce qu'ils portaient mal le masque. Non. Bien sûr, bien sûr. Moi, les enfants m'ont dit, mais vous, monsieur le défenseur, est-ce que vous vous êtes fait engueuler quand vous portez mal le masque? Alors en plus, j'avais... C'est à cette époque-là que j'avais des lunettes. Hein. Et donc, je voyais, il y avait de la buée partout. Je dis, bah non, moi, personne n'a osé. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant, la place de nos enfants. Et donc, forcément, l'arrêt de la culture, l'arrêt de l'accès au sport, et on s'étonne après, voilà. Et bien entendu, tout ce que les services de pédiatrie ont rappelé, hein, c'est-à-dire que, eh bien, troubles du sommeil, troubles alimentaires, exposition aux écrans, non-respect des rythmes circadiens qui a conduit à ces questions de mal-être. Et donc, forcément, les recommandations que nous partageons avec Madame Hazan, puisque nous les avions évoquées, ce qui a été repris d'ailleurs par le Conseil économique, social et environnemental, c'est un service public de la petite enfance, qui permet de lutter contre la pauvreté aussi, et arrêtons avec cette idée que les unités d'accueil petite enfance seraient réservées aux parents qui travaillent, et arrêtons de penser que beaucoup de parents et beaucoup de mamans, notamment seules, ont peur de l'information préoccupante. Oh là là, si je mets mon enfant là, on va signaler parce que je suis toute seule que je l'élève pas bien. Et puis surtout, ce que révélait aussi le Haut Conseil de la famille et de l'enfance et de l'avancée en âge, c'est que ça permettait de reculer la première exposition aux écrans. C'est-à-dire, quand on travaille sur la toute petite enfance, eh bien c'est l'accès de l'enfant dans la manipulation avec ses mains, le jeu, la nature, et que ça lui montrait autre chose que l'exposition aux écrans. Alors, un autre article qui est éminemment important, c'est l'article 24, donc ça a été dit, c'est le droit à la santé, mais il n'y a aucun droit sans un droit d'accès. Quand on ferme une maternité, quand on ferme des services, comme ça a été rappelé, on a entre 6 mois et 2 ans de délai dans un CMPP. Et puis, l'article 24, il va plus loin. Il lutte contre la malnutrition, contre les conditions d'hygiène, l'insalubrité, l'accès à l'eau potable. Moi, je suis encore saisi parce qu'il n'y a pas suffisamment de terrain pour accueillir les gens de la communauté du voyage. Eh bien, il y a des terrains, on s'installe là où on peut, on n'a pas accès à l'eau. Parfois, l'eau est coupée, l'électricité est coupée pour bien vous signaler que vous n'avez rien à faire ici. Et puis surtout, rappeler que pour les enfants scolarisés, je parle des enfants scolarisés, qui vivent dans ces précarités d'hébergement, l'expulsion entraîne un délai, alors qu'ils sont scolarisés, de rescolarisation de 6 mois. Donc vous voyez bien comment, là au fond, comme ça a été dit aussi, les enfants sont plutôt des objets que des sujets de droit, et plus ils sont vulnérables, et bien plus ils sont des objets de prise en charge plutôt que des sujets de prise en compte. Donc, il faut en finir également avec tout ce qui est violence éducative ordinaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile à travailler. Alors, rappelez-vous, quand je vous disais tout à l'heure, l'article 12, la prise en compte de la parole de l'enfant, et que si on attendait si on parlait jamais au bébé, il ne parlerait jamais. La France a voté en 2019 une loi contre les violences éducatives ordinaires dans l'éducation, c'est-à-dire la fin, on l'a appelée la loi anti-fessée, la fin des coups, des marques, des humiliations dans l'éducation. La Suède l'avait fait en 1979, la Belgique l'a toujours pas fait. Je dis ça parce que j'ai un homologue belge et il dit toujours que la Belgique est en avance sur nous. Je dis non, là c'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est vraiment fondamental parce que c'est très intéressant de voir aussi comment ça s'opère, ces mécanismes-là. Les parents rentrent le soir à la maison et exténués par leur journée, parce que par le travail, par plein de choses, par le temps qu'on n'a plus, le temps qu'on devrait avoir. Et puis les enfants viennent maladroitement poser des questions, viennent dire est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je veux, est-ce que je peux, je veux, as-tu pu, etc., etc. Et donc forcément, aujourd'hui, les enfants ne se contentent plus du oui-non, va dans ta chambre. Alors je ne suis pas en train de dire que la maison est une démocratie. C'est pas parce que vous êtes 2 parents et que vous avez 3 enfants que c'est eux qui décident. Je dis simplement que ce qui est intéressant de voir quand les enfants insistent, ce qui se passe. Eh bien quand les enfants insistent, les parents vont payer la force. Alors pas quand les enfants font 1m80. Mais d'ailleurs, je rappelle que sur la question des violences scolaires, nous la grande majorité des violences scolaires sont entre enfants, mais nous, on est régulièrement saisis sur des violences commises par des adultes en droit des enfants. C'est toujours en école maternelle et en primaire.
quand on fait 1 mètre de plus et 50 kilos de plus que les enfants. C'est pas au lycée quand ils font 1 m 80, parce que là, on risque d'en prendre une. Donc on va pas. Donc vous voyez bien comment la puissance physique vient aussi. Si nous, on réglait nos désaccords au travail, quand quelqu'un ne veut pas sortir de notre bureau, ou je ne sais pas quoi, par la force physique, ça règle pas. Donc il y a aussi toute cette révolution-là qu'il y a à faire culturellement pour entendre et écouter la prise en compte de la parole des enfants. Voilà ce que vous aviez déjà dit tellement de choses intéressantes, mesdames, que je ne vais pas... Je vais en arrêter là et puis on va pouvoir débattre ensemble. Cher monsieur, c'est la journée, on travaille sur les droits des enfants et pas sur les droits des femmes, mais on est la journée des droits de tous les êtres humains. Donc, alors, moi j'ai été frappée par une chose dans ce que vous disiez, c'est la question du lien entre pauvreté et accès aux droits. L'accès aux droits, c'est un de nos fondamentaux à l'ADH, et notamment on lien ça avec la dématérialisation. Parce que ça, c'est une bataille qui est devant nous. Alors il y a beaucoup travaillé à la LDH sur la question des étrangers, parce qu'on a de plus en plus d'étrangers qui vivent, y compris qui vivaient en situation régulière, qui se trouvent privés de droits, mais c'est vrai dans tous les domaines. J'avais eu l'occasion de travailler sur des dossiers d'accès à la retraite aussi, et j'ai été frappée par ce qu'on me disait sur le fait que, en fait, il y a plein de gens qui ne touchent pas correctement leur retraite parce que ils ne trouvent pas l'être humain qu'il faut pour régler les situations. Et ça m'amène à la question de la fraude sociale. On est toujours en train de mettre en avant la question de la fraude sociale. Or, en réalité, il y a énormément de gens qui ne bénéficient pas des droits qu'ils devraient avoir. Et la fraude sociale par rapport à la fraude fiscale, c'est epsilonien. Et pourtant, on parle tout le temps de la fraude sociale. Donc, là,